3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je suis plutôt content en ce samedi parce que lundi, sur Twitch, vous avez décidé qu'on parle de Shai Gilgeous-Alexander, en mode coast to coast. Ouais, en même temps, le SGA, il fallait en parler, hein. Le mec tourne à plus de 30 points par match et permet à une équipe d'OKC, qui était censée être éclatée, de gagner bien plus que prévu. Beaucoup imaginent que l'arrière finira au All-Star Game dans quelques mois, et ce qui est sûr, c'est que la hype autour de lui est plutôt folle en ce moment, c'est mérité. Mais le truc, c'est que oui, OKC fait un meilleur début de saison que ce qui était attendu, mais si on prend du recul et qu'on fait le bilan, on se rend compte très vite que c'est pas non plus hyper folichon. Shai ne profite-t-il pas de ce contexte de défaite et des responsabilités qu'il obtient en lien avec ça pour gonfler ses stats? Pourrait-il vraiment être le franchise player d'une équipe ambitieuse, ou alors serait-il plutôt un lieutenant dans ces conditions? Les questions se posent, je trouve, et aujourd'hui on va tenter d'y répondre. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Shai Gilgeous-Alexander peut-il être le patron d'une équipe qui gagne? Bon, vu que c'est la première fois qu'on fait un gros sujet sur Shai sur cette chaîne, je pense que pour commencer, c'est pas mal de situer un petit peu le contexte, de planter le décor autour de lui. Né à Toronto, il a profité des gènes de sa mère, ancienne sprinteuse ayant participé au JO de Barcelone, et du coaching de son père, sportif lui aussi, mais surtout passionné par le basket, qui au début des années 2000 a explosé dans le Canada suite au passage de Vince Carter chez les Raptors. Le problème, c'est qu'au départ, l'arrière, souvent considéré comme trop petit, ne marque pas forcément les esprits. À 15 ans par exemple, on ne lui fait pas suffisamment confiance pour intégrer l'équipe 1 du lycée, et Shai doit jouer avec la réserve. Mais là-bas, pour sa première année, il grandit, il pète tout, devenant MVP du championnat de l'Ontario dans sa catégorie, et montrant très rapidement qu'il doit jouer à un bien plus haut niveau. Il s'envole alors vers les États-Unis, dans le Tennessee, on lui fait confiance, il tourne à plus de 18 points par match, et SGA obtient rapidement le statut de recrue 4 étoiles. Après avoir préalablement accepté un accord de principe avec la fac de Florida, il leur fait finalement faux bon, pour accepter l'offre en provenance de l'université de Kentucky. Là-bas, il y rejoindra le légendaire coach John Calipari, et la tout aussi fameuse Basketball Factory. Le choix semblait bon et la destination idéale pour un arrière en quête de développement comme l'était Shai. Pour sa première saison chez les Wildcats, il est d'abord utilisé en tant que 6ème homme, mais il joue quand même une trentaine de minutes par match, ça fait beaucoup. Mais dès le mois de décembre, il décide de se couper les cheveux, il expliquera que ce fut le symbole de son explosion. À partir de là, il gagnera une place de titulaire, dépassera à plusieurs reprises les 20 points sur un match et ira jusqu'au Sweet 16 lors de la March Madness après avoir largement brillé lors des 2 premiers tours. Sa cote commence à grimper et le joueur n'hésite plus. Il se présentera à la draft 2018. Alors que certains pensaient que le choix était anticipé, il a finalement raison en étant sélectionné avec le 11e choix par les Hornets qui l'enverront directement en direction des Clippers. Le parcours est beau, ce gamin qui à la base était snobé par ses coachs du lycée allait faire ses grands débuts en NBA. Et dans la grande ligue, il continue son ascension avec une Summer League très prometteuse à plus de 18 points, 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. De plus en plus, on parle de Gilgeous-Alexander comme d'un style et les Clippers se félicitent d'avoir eu le nez si creux, même si désormais il faudra confirmer sur la plus grande scène du basket mondial. Et si au final sa saison rookie à LA fut plutôt sous le signe de l'apprentissage, ce qu'il a montré était déjà très prometteur encore une fois. Dans cette équipe peu attendue mais remplie de guerriers et coaché par Doc Rivers, il termine sa première campagne à 11 points par match en glanant vite une place de starter, participe aux Rising Stars et surtout il goûte pour la première fois aux joies des playoffs NBA. Là, l'aventure est courte vu que les Clips se font sortir dès le premier tour par les Warriors, mais Shai, lui, ne démérite pas. Lors du match 4, par exemple, il plante 25 points, son record en carrière à l'époque, et son nom intéresse de plus en plus de franchises potentiellement désireuses d'acquérir ses services. C'est ainsi que quelques mois plus tard, il fait partie des pièces maîtresses du transfert de Paul George de OKC à Los Angeles. Bien sûr, la flopée de pics de draft reçus par le Thunder a fini de convaincre Presti, mais sans Shai, le deal ne se serait probablement pas fait. À OKC, on comptait sur lui, on était persuadé de son potentiel, et il n'y avait plus qu'à observer si le pari allait fonctionner sur le terrain autour de ce joueur de seulement 20 ans, à qui directement on voulait filer un paquet de responsabilités. Et là, le sophomore, dans son nouveau rôle, n'a déçu personne, enchaînant des perfs de haut rang et confirmant de plus en plus son statut d'étoile montante. Entre les prestations à plus de 30 points, les triples-doubles à plus de 20 rebonds, mais aussi les game winners, SGA, bien mentoré par un Chris Paul qu'il prend sous son aile, termine sa saison à 19 points de moyenne. Mieux encore, il retourne en playoff avec encore une team surprise du Thunder qu'absolument personne n'attendait si haut. Bon, après le départ du Point God, ensuite, OKC n'a plus surpris grand monde, et est même tombé dans les bas-fonds, Sam Presti pratiquant une stratégie de tanking à peine dissimulée. N'empêche que même si l'équipe ne jouait absolument plus rien à part la loterie de la draft, Shai de son côté a continué à se développer, à augmenter ses stats, travaillant dans l'ombre et progressant dans tous les secteurs jusqu'à atteindre des moyennes de 24 points, 5 rebonds et 6 passes la saison dernière, c'est propre.
Mais on le sait, souvent en NBA, faire des stats dans une équipe qui ne gagne pas, ça n'a souvent que peu de valeur aux yeux des observateurs de la balle orange. Pendant ce temps tout de même, Shai obtient un tout nouveau contrat bien lucratif, au salaire maximum pour une extension rookie. Ça c'était lors de l'été 2021, et même si la saison suivante, l'arrière a manqué une bonne vingtaine de matchs en raison d'une blessure à la cheville, il a quand même très vite montré qu'il méritait ses dollars. Entre ses belles perfs au scoring, ses nombreux game winners, mais aussi la hype qu'il a su susciter parmi les fans d'OKC, qui sans lui seraient probablement tombés en dépression, Shai a même réussi à obtenir son premier trophée de Player of the Week en carrière en décembre 2021. Alors ok, le Thunder ne gagnait pas beaucoup, mais l'arrière, lui, peu à peu, individuellement faisait sensation. Sauf que là, justement, on arrive à la saison 2022-2023, la saison en cours, qui justement a été synonyme d'explosion. Là en ce moment déjà, on s'approche doucement de la moitié de l'exercice, et ce que montre Shai, individuellement, n'est pas loin d'être un truc de grand malade. Le mec tourne quasi à 32 points par rencontre, tout en cochant largement les cases rebonds et passes, et en affichant des pourcentages hyper propres. À 3 reprises déjà, il a dépassé les 40 points, et avec une pointe à 44, il a même pu battre son record en carrière, allant même jusqu'à obtenir un nouveau trophée de joueur de la semaine fin octobre. Et vous savez, ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'arrière à OKC est en train de jouer le rôle de l'empêcheur de tanker en rond. Alors que notamment avec la blessure de Chet Holmgren en début de saison, on imaginait le Thunder squatter les bas-fonds des classements, il n'en est finalement rien. Même si évidemment tout sera compliqué cette saison pour cette équipe, aujourd'hui elle n'est même pas à 2 victoires d'une qualification potentielle pour le Play-in Tournament. Actuellement clairement Sam Presti doit s'arracher les cheveux, car plus ça gagne et plus le projet Victor Wembanyama s'éloigne, mais moi ce que je retiens c'est qu'encore une fois, la team de l'Oklahoma gagne plus que prévu, et le principal responsable, bien évidemment, c'est Shai Gilgeous-Alexander. Là, pour résumer, je n'ai pas peur de dire que individuellement, il réalise la meilleure saison pour un joueur d'OKC depuis le Paul George 2019. Le mec avait été énorme pour le Thunder et avait même fini 3ème dans la course au MVP dans les votes de fin d'année. Aujourd'hui, on a un Shai qui est potentiellement moins complet, mais qui score quand même beaucoup plus. Aujourd'hui, seules les victoires lui manquent pour définitivement rivaliser. Puis pour ce qui est du scoring pur et dur, personne n'avait autant scoré à OKC depuis le Westbrook 2017. Et vous savez comment ça a fini, il a terminé MVP. Tout ça, ce n'est pas rien quand même, et ça montre le niveau que Shai est en train d'atteindre dans l'Oklahoma. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'il finira top 3 dans la course au MVP, OKC perd bien trop pour ça, mais perso, je pense qu'il mérite au moins d'être All-Star pour la première fois de sa jeune carrière. Pour être honnête, je pense qu'avec seulement 5 ou 6 wins de plus pour le Thunder, l'enflammable pour Shai actuellement serait totalement folle. En fait, ça se joue à peu de choses, vu comment le classement à l'ouest est serré, et vu comment OKC perd souvent des plumes dans des matchs disputés, on en parlera plus tard. Parce que ouais, ce qui est notable, c'est que malgré la clutchitude du bonhomme, on a une équipe du Thunder qui perd souvent un petit peu les pédales dans les 4e quart-temps, et ça fait mal dans les classements. N'empêche que moi, c'est ce que je note, ajouter 6 wins au Thunder, et il se retrouve dans le top 4 à l'ouest. Avec un tel classement, non seulement Gilgeous-Alexander serait un All-Star no-brainer, mais en plus de ça, je suis quasi persuadé qu'on parlerait fort de lui dans la course au MVP. Alors maintenant, ok, je me calme parce que 6 wins, ça fait quand même beaucoup, elles ne sont pas là, tout ça, ce ne sont que des suppositions, que du what if, alors restons un petit peu tranquilles. Ceci dit, ça montre, au moins à mes yeux, la saison individuelle exceptionnelle que l'arrière est en train de réaliser. À l'ouest, pour être All-Star, la concurrence sera rude entre Luka Doncic, Devin Booker et Stephen Curry, et à mon avis, il n'y a que peu de chances qu'il finisse starter, malgré tout le bien que j'ai dit de lui. Mais moi, au vu de ce que je vois cette saison, je n'ai désormais plus de doute. Donnez une étoile à Shai Gilgeous-Alexander pour qu'il dispute son premier All-Star Game, au moins en sortie de banc. Mais le truc, on va le redire, et c'est ça qui est énervant, c'est que oui, le mec performe, mais au final son équipe ne gagne pas beaucoup. C'est bien pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il existe des doutes sur son réel niveau individuel, et si le contexte ne l'aide pas énormément. Évidemment que c'est bien plus facile de performer et de faire des stats quand tu as tous les ballons dans une équipe de losers, plutôt que quand tu dois faire des sacrifices chez un contender, ça c'est logique. Tous ceux qui disent que les chiffres de Shai actuellement sont davantage de la poudre aux yeux qu'autre chose ont des arguments qui se tiennent, et il faut les écouter. Voilà pourquoi je pense que pour réellement répondre à la question du jour, il va falloir étudier le jeu de Shai, à commencer par son scoring. Mais avant ça, vous connaissez, je m'interromps rapidement pour vous poser la question traditionnelle, êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Vous le savez, dernièrement, on a atteint les 50 000 follow, c'est énorme, sauf que depuis quelques temps, peut-être en raison de la Coupe du Monde, il y a un petit coup de mou, il faut le noter. Du coup, si vous aimez mon contenu, pensez déjà à mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça m'aide beaucoup, mais aussi à cliquer sur ce foutu bouton rouge si ce n'est pas encore fait. Vous ne vous rendez sûrement pas compte, c'est peut-être un détail pour
vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Mais bref, revenons à Shai et à son jeu, et pour aller droit au but, retenez qu'il est déjà le 3e meilleur scoreur de la NBA derrière Joel Embiid et Luka Doncic. Pas mal, non? C'est quasi 32 points par match, Shai les score essentiellement dans le périmètre, grâce à ses drives et ses mid-range, lui qui, en moyenne, rentre à peine plus d'un petit 3 points par rencontre. Son jeu de slasher lui permet également de provoquer beaucoup de fautes, et de scorer une petite dizaine de pions en moyenne par match sur la ligne des lancers francs, c'est fort. Et ce que j'apprécie particulièrement, quand je le vois jouer, ça tout le monde ne s'en rend pas toujours compte, c'est son efficacité. Cette saison par exemple, au global, il tourne à 50% de réussite au tir, contre 45% l'an dernier. Tout ça en prenant plus de tentatives, le step-up est réel. Ça montre que non seulement il est plus agressif, mais qu'en plus de ça, il sélectionne beaucoup mieux ses shoots, et ça c'est un vrai axe de progression dans lequel Shai s'est impliqué. En fait, j'ai l'impression que peu à peu, il a appris à connaître ses forces et à mieux les utiliser. Cette saison, pour illustrer, il tente seulement 3 tirs longue distance par match, contre 5 l'année dernière, et dans le domaine, là encore, son adresse a augmenté de 5%, pour atteindre un chiffre très correct qui avoisine les 35 actuellement. Puis ce qui me saute vraiment aux yeux cette année, c'est sa faculté et sa facilité aussi à prendre des mid-range. Peut-être qu'encore une fois, dans le domaine, le fait d'avoir fréquenté Chris Paul, avec qui il reste toujours en très bon contact, a largement porté ses fruits. Alors que l'an dernier, il se limitait surtout au drive et au shoot de loin, désormais Shai utilise beaucoup mieux les espaces laissés dans la zone intermédiaire, lui qui maintenant tente 2 fois plus sa chance à mi-distance qu'auparavant pour une réussite impressionnante sur ce spot proche des 54%, soit à peu près celle d'un expert comme DeMar DeRozan. Du coup, si on fait le bilan, c'est plutôt intéressant. Gilgeous-Alexander n'a jamais été un expert à longue distance, et ça désormais il le comprend, il l'admet, en passant beaucoup moins de temps derrière la ligne des 3 points désormais. En contrepartie, il insiste encore plus sur ses drives, provoque bien plus de fautes, shoot à 92% de réussite au lancer franc et utilise de mieux en mieux le tir à mi-distance. Tout ça, ça lui permet maintenant d'être un scoreur ultra gifté, mais aussi super intelligent qui constamment saura construire son tir dans une situation dans laquelle il sera efficace. Là pour moi, on touche un point essentiel qui va être important. Souvent, quand un joueur score énormément dans une équipe qui perd, c'est qu'il croque comme un porc, avec une adresse bien souvent dégueulasse. Mais au vu de ce que l'on peut observer chez Shai, ce n'est pas du tout son cas, au contraire. Aujourd'hui, il respectera mieux le flow du jeu, il jouera mieux sur ses forces, et c'est bien ça qui a fait gonfler sa moyenne de points, bien plus qu'une potentielle over-responsabilisation par Marc Daigneault. Est-ce que ce n'est pas ça finalement, être efficace sur ses tirs et capitaliser sur ses forces, que de jouer un basket de la gagne? Peut-être bien que si. Ce qui m'impressionne le plus d'ailleurs, c'est sa capacité à aller au cercle malgré ses 80 kilos tout mouillés. Aujourd'hui, il se classe 5ème parmi les joueurs qui scorent le plus dans la peinture, mais lui ne possède ni la taille de Giannis Antetokounmpo, ni les épaules de Zion Williamson, ni les qualités athlétiques surhumaines de Ja Morant, et pourtant il s'en sort. Quel est donc son secret? Eh bien, je vous le donne en mille, son accélération, ses changements de vitesse et son handle. Peut-être que lancé, il n'est pas le meilleur sprinter du monde, même s'il a quand même de belles qualités dans le domaine, mais peu importe, car sa principale force, selon moi, ne se situe pas là. Par contre, pour ce qui est de changer de tempo, de faire des dribbles hors rythme ou inattendus, pour placer ses appuis pile là où il faut, ou encore pour perdre le défenseur grâce à des feintes du regard, Shai Gilgeous-Alexander est un vrai crack. Cette capacité à slalomer de façon totalement imprévisible fait de lui, et de très loin, le joueur qui tente le plus de drive de toute la ligue, rien que ça. Est-ce que vous commencez à comprendre à quel point sa fluidité justement, et son sens du jeu le rendent unique comme joueur dans son genre? J'ai lu une expression que j'aime bien sur un site américain et que je trouve hyper appropriée. Vouloir défendre sur Shai, c'est comme tenter de manger une soupe avec une fourchette. Et c'est vrai qu'il y a de ça. Une petite hésitation du défenseur, une microseconde de retard, un mini pas dans la mauvaise direction, Gilgeous-Alexander en profitera immédiatement. Il s'adaptera en direct et utilisera son immense panoplie de lay-up, de flotteur, de finger roll ou de runner, des 2 mains en plus, pour utiliser ses longs bras et lui scorer sur la tronche. Puis sous le cercle, même face à des big men spécialistes de la protection, sa capacité à lâcher la balle complètement hors rythme, hors tempo, le rendra quasiment impossible à contrer. Vraiment, dans sa filouterie et dans sa capacité à profiter des espaces même les plus minuscules, je n'ai pas peur de le dire, Shai est un génie. Appui décalé, inversé, circus shot, tir en déséquilibre, up and unders, il peut juste tout faire dans la finition. Même si c'est très schématique, c'est comme si pour lui, un shoot contesté dans la raquette n'existait pas. C'est complètement insane de penser ça. Les défenseurs ne sont pas suffisamment équipés pour défendre sur lui lorsqu'il pénètre, et c'est bien pour ça qu'il provoque tant de fautes, lui qui dans la ligue est le 4e joueur qui tente le plus de lancers par match, mais également le 4e plus adroit. C'est bien grâce à toutes ses qualités qu'il score autant, pas parce qu'il croque, et ça c'est important. Sauf que selon moi, pour jouer un basket de la gagne, scorer un max de points ça ne suffit pas, il faut aussi réussir à évoluer avec ses coéquipiers. Je le répète sans cesse dans mes vidéos, en NBA et dans le basket plus globalement, on ne gagne pas seul, et si tu n'arrives pas à impliquer tes coéquipiers pour les faire se surpasser, tu n'auras que peu de chances de gagner ou d'aller au bout. Donc là, pour Shai, si on commence à regarder ses stats, c'est vrai que tourner à 6 passes décisives par match pour un meneur de jeu ou un arrière qui est autant responsabilisé, ça peut paraître peu au premier coup d'œil.
De plus, en perdant plus de 3 ballons par match, il n'a jamais eu un ratio assist-turnover aussi mauvais depuis le début de sa carrière, ça pourrait être inquiétant. On pourrait donc logiquement penser, en regardant les chiffres, que s'il y avait bien un secteur dans lequel il devait progresser, ce serait le playmaking. Réellement, il y a du vrai dans tous ces constats, n'empêche que j'aimerais y apporter quelques limites, qui me semblent nécessaires. Déjà autour de lui, dans le starting 5, Gilgeous-Alexander a les coéquipiers qui tout simplement sont les plus maladroits de toute la ligue. Pour faire bref, dans le 5 type, en cumulant l'adresse de Giddey, Dort, Pokusevski et Robinson-Earl, ça shoot seulement à 45% au global et 32% à 3 points. Ne cherchez pas plus loin, il n'y a pas pire dans la ligue, et avouez qu'il y a mieux comme contexte pour lâcher des caviars. Après, les gars apportent d'autres choses, pas de problème avec ça, mais c'est un paramètre à prendre en compte, je pense, quand on observe la moyenne de passes de Shai. Et si on veut évoquer son ratio assist-turnover, c'est pareil, certaines choses, à mon sens, méritent au moins un minimum d'être remises en perspective. Même s'ils ne sont pas des meneurs purs, des mecs comme Giannis, Tatum, Donovan Mitchell et KD, qui eux aussi sont beaucoup utilisés et portent énormément la balle, font pire que lui dans ce ratio. Pourtant, jamais de la vie on osera dire que ces gars ne pratiquent pas un basket de la gagne. Il n'y a donc pas vraiment de quoi s'affoler avec ce chiffre qui n'a absolument rien de catastrophique chez Shai. Plus tu vas être utilisé, plus tu vas perdre de ballons, c'est logique, ne me remerciez pas pour la qualité de cette analyse. Donc ouais, c'est 3,4 balles perdues par match, ne m'inquiète pas plus que ça, tandis que je suis assez persuadé que ces 6 caviars par rencontre ne reflètent pas tout à fait la réalité. Ajoutez-lui un rim runner, un roller et des shooters de qualité, et vous verrez, il est largement le genre de gars qui peut monter son total à 7 ou 8 caviars par rencontre. Alors c'est pas élite certes, mais ce serait déjà super propre pour un joueur considéré davantage comme un combo guard que comme un meneur organisateur. Franchement, je trouve que de la vision de jeu à la qualité de passe, en passant par le QI basket, tous les outils dans le playmaking sont bel et bien présents. Le mec lève la tête, voit ses potes ouverts, lâche le ballon en contre-attaque, n'hésite jamais à kick-out et est suffisamment patient pour jouer le pick and roll quand l'occasion se présente. Pour moi, le principal secteur qui pêche, c'est lorsqu'il est trappé et que la défense monte haut sur lui, ce qui arrive de plus en plus souvent. Dans ces moments-là, son instinct l'emmène souvent à d'abord penser à scorer qu'à lâcher la gonfle, et en agissant de la sorte, il peut prendre un mini-temps de retard. La défense peut alors vraiment fermer autour de lui, et les passes deviennent compliquées, voire désespérées, ce qui explique au moins en partie certaines balles perdues, je pense, de la part de Shai Gilgeous-Alexander. Ça, il faudra qu'il le corrige, je pense, c'est un point de progression, parce que les défenses en sont de plus en plus conscientes de cette faiblesse à ce moment-là. Sur pick and roll, par exemple, le défenseur qui subit l'écran vient souvent blitz juste derrière, et ça peut mettre l'arrière en danger. Néanmoins, j'ai l'impression qu'à 24 ans, il y a déjà du progrès là-dedans, et qu'il anticipe et analyse de mieux en mieux ce genre de situation. À lui maintenant de continuer en ce sens pour améliorer au maximum son playmaking et limiter autant que possible ce genre de perte de balle. Quoi qu'il en soit là-dessus, je suis largement pour dire que l'arrière d'OKC n'est clairement pas l'un des meilleurs organisateurs du game. Cependant, je suis beaucoup moins d'accord pour affirmer que ça l'empêche de pratiquer un basket de la gagne. Son QI basket et sa vision de jeu lui permettent amplement de limiter les failles qu'il possède dans le domaine, et moi pour le moment ça me suffit. Alors qu'est-ce qui pourrait aller contre lui dans l'optique de répondre oui à la question du jour? La défense peut-être? C'est vrai que dernièrement j'ai eu tendance à être assez sévère le concernant à propos de cet aspect du jeu, donc on va développer. Si en début de carrière j'appréciais particulièrement ce qu'il montrait de ce côté-là du terrain, j'ai pu néanmoins observer un step down datant d'il y a environ 2 ans. Il faut dire aussi que le gars dépensait tellement d'énergie offensivement que défensivement il pouvait avoir tendance à s'économiser. Mais là ce qui est positif c'est que sur l'exercice en cours ça va de mieux en mieux, je le trouve plus énergique, plus concentré, plus impliqué et surtout plus actif, ça lui permet de tourner à plus de 1,5 interceptions et un contre par match, seul joueur de toute la NBA à produire de tels chiffres, ça envoie du lourd non? Sauf que si vous me connaissez un peu, vous savez que je n'aime pas vraiment utiliser les stats au contre et aux interceptions, tant elles peuvent être trompeuses pour évaluer de la qualité de la défense d'un joueur. Être un bon intercepteur ou un bon contreur ne fait pas forcément de toi un bon défenseur, et vice versa, tant dans ces domaines, tu peux gamble, te faire avoir par les feintes et quand même produire des chiffres. Mais ce que je trouve intéressant avec Shai Gilgeous-Alexander, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, cette saison, il semble pouvoir aller au-delà de ça. Aujourd'hui, avec sa rapidité latérale et son envergure, il utilise ses outils à meilleur escient pour être efficace sans pour autant avoir trop appuyé dans son endurance. De plus, il a avoué avoir passé une bonne partie de son été à travailler sa condition physique, et ça se voit, ça lui permet aujourd'hui d'être efficace des deux côtés du terrain, et je ne le cache pas, c'est plaisant à observer. Dernièrement, Marc Daigneault l'a dit, il a challengé son joueur défensivement, et je crois qu'il a bien fait. Maintenant, sur son vis-à-vis, Shai peut être très actif, bien bouger et bien se placer, une véritable petite sangsue. Non seulement il profite de la dynamique que mettent en place des spécialistes comme Luguentz-Dort, mais en plus de ça, il influence les autres et donne l'exemple. Son énergie en tant que leader est contagieuse et elle donne envie à tout le monde de s'investir un maximum de ce côté-là du parquet, c'est très bien. En interview, SGA le répète sans cesse cette année, pour obtenir des victoires, il faut réaliser des stops défensifs, et cette tâche il s'y attelle sérieusement. OKC est actuellement dans le top 10 des meilleures défenses de la ligue, et même si toute l'équipe a sa part de responsabilité là-dedans, Shai au moins n'est plus un gars que tu peux cibler, comme c'était parfois le cas dans le passé. Après, ne nous en
enflammons pas trop non plus, des progrès sont encore attendus, notamment off-ball, loin du ballon. Je trouve que l'arrière est parfois encore trop attiré par la gonfle et peut avoir tendance à laisser son joueur complètement seul lorsqu'il se démarque loin de l'action. Ça explique notamment ses chiffres aux interceptions et aux contres, et ça montre à quel point ça peut être trompeur. Maintenant, je ne m'en fais pas, c'est encore une question de focus, ou alors de trop plein d'énergie, alors à lui de se discipliner pour encore step up dans le domaine. Quoi qu'il en soit, au vu de tous les progrès qu'il a déjà fait, notamment on-ball, on ne peut être que satisfait par ce qu'il montre lors de cet exercice en cours. Du coup, ça nous fait des capacités au scoring exceptionnelles, un bon playmaking, de la défense, mais alors qu'est-ce qui peut bien manquer? Des dispositions mentales peut-être? Eh bien non, détrompez-vous, car pour moi, dans sa tête, Shai Gilgeous-Alexander est juste un serial killer. Un quoi? A serial killer. Parce que oui, en plus d'être un vrai candidat pour le MIP, l'arrière, selon moi, est définitivement en course pour obtenir le tout nouveau trophée Jerry West qui récompense le joueur le plus clutch de toute la ligue. Plusieurs fois déjà, il a mis des gros game winners super impressionnants cette saison, et en NBA, il est tout simplement le joueur qui score le plus dans les money time, avec un score de 90 points, soit 11 de plus que DeMar DeRozan, deuxième dans le domaine. Ça classe un homme quand même. Le mec a une confiance en lui de dingue, et même s'il n'est pas un shooter pur, impossible de le laisser seul derrière la ligne lors d'une fin de match serrée. Dans ces moments-là, c'est comme s'il activait le mode Super Saiyan, comme si tous ses sens étaient en alerte, et comme si toutes ses capacités se multipliaient. Jamais il n'hésitera à prendre ses responsabilités pour aller attaquer le cercle ou pour déclencher un pull-up assassin. Les stats le montrent, et ça, désolé, mais c'est la marque des grands. Aujourd'hui, merci sûrement encore à Chris Paul pour ça, Shai est un leader qui communique et motive ses troupes. J'aime voir ça, son mental est solide, et ses ambitions sont grandes. À OKC, il le répète sans cesse, il veut battre tout un paquet de records. Sauf que le dire c'est bien, mais il le prouve aussi tous les soirs, match après match. Pour atteindre ce but, il semble déterminé, il donne tout. Donc oui, je pense que pour ce qui est des dispositions psychologiques, pas besoin d'en faire plus, j'en suis persuadé. Shai Gilgeous-Alexander a tout pour être un winner dans sa tête. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on a dit jusque-là, il a beaucoup de choses pour être un winner, mais il lui manque le point essentiel, les victoires, évidemment. Et pour ça, force est de constater que le contexte dans lequel il est actuellement à OKC ne va pas forcément dans son sens. Comme on l'expliquait en début de vidéo, cette équipe semble avoir été construite à la base pour tanker cette saison. La blessure de Chet Holmgren amplifiait encore plus ce phénomène, et peu de monde imaginait qu'à la mi-saison ou presque, la team serait encore en course pour le play-in tournament. Là, il y a deux écoles, ceux qui voient le verre à moitié vide et qui disent que cette saison encore, le Thunder ne fera probablement pas les playoffs, ce qui ne va pas dans le sens de SGA, mais aussi ceux qui voient le verre à moitié plein, et qui se réjouissent de voir que cette équipe, au moins jusque-là, joue vraiment au basket, notamment grâce à leur arrière canadien. Personnellement, je pense que vous l'avez compris, au vu du faible nombre d'attentes que j'avais envers OKC en début de saison, je fais plutôt partie du deuxième groupe. L'équipe possède, et de loin, le roster le plus jeune de la NBA, avec une moyenne d'âge d'à peine 23 ans. Encore une fois, on va avoir affaire à deux discours, ceux qui disent qu'on ne peut pas gagner avec une équipe si jeune, et ceux qui pensent beaucoup plus au futur. Les deux ont raison. Mais moi, quand je vois comment dans ces conditions l'équipe arrive à obtenir des résultats plutôt satisfaisants, ça me laisse vraiment optimiste pour la suite. Et vous voulez savoir ce qui me séduit encore plus? Sur tous les matchs que le Thunder a joué lors de cet exercice, 23 se sont décidés dans le clutch time. Aucune équipe n'a fait plus dans la ligue jusque-là. Et ça montre une chose, même dans la défaite, l'équipe s'accroche, et à plusieurs reprises elle n'est pas passée loin, c'est quand même positif. Après, bien sûr, on peut encore voir le négatif et critiquer les mauvaises gestions de fin de match, qui sont sûrement, je l'admets, encore trop fréquentes. Néanmoins, je viens de le dire, l'équipe est tellement jeune, pourquoi être si exigeant à ce stade-là de la carrière des principaux joueurs? Dans le roster, il y a des pièces intéressantes et prometteuses, de Luguentz-Dort à Alexei Pokusevski, en passant par Josh Giddey, Jeremiah Robinson-Earl, Jalen Williams et Ousmane Dieng. Ce qu'il manque peut-être, c'est de l'expérience, un ou deux vétérans et un peu de sérénité, mais le potentiel est bien présent, j'en suis sûr. Ajoutons à ce groupe l'intérieur prometteur Chet Holmgren, qui vraisemblablement fera ses débuts la saison prochaine, et moi, je n'ai plus trop de doutes, l'avenir de cette équipe peut réellement valoir le coup. Tous ces mecs vont mûrir, grandir, se développer, et prendre de l'XP ensemble, surtout avec un leader identifié comme les Shai Gilgeous-Alexander autour d'eux. La seule chose qu'il faut, c'est de la patience, et je trouve que peu à peu, le projet Thunder, fondé par Sam Presti, est en train de prendre forme. À l'époque, en passant par la draft, il avait réussi à réunir Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook et Serge Ibaka, et là ça se voit, toute proportion gardée, il essaye de faire la même chose avec les assets qu'il possède. Je ne pense pas qu'actuellement dans le vestiaire ça parle de tanking, non, les joueurs, ça se sent, se préoccupent de comment progresser, comment gagner à moyen ou long terme, et comment se développer, non seulement individuellement, mais aussi en tant que groupe, en tant qu'équipe. L'ambiance et l'alchimie qui semble régner paraissent bonnes, et Marc Daigneault, dans le rôle du jeune coach Dinamich, en est le garant, c'est plutôt cool.
Pourtant, je le vois, jour après jour, encore et toujours, certains veulent absolument précipiter les choses concernant Shai Gilgeous-Alexander. On entend son nom dans les rumeurs de transfert, on parle de lui à gauche ou à droite, aux Lakers notamment, en disant que rejoindre une équipe plus compétitive représenterait ce qui pourrait lui arriver de mieux pour sa carrière. De mon côté, je ne suis absolument pas d'accord, et Damian Lillard non plus d'ailleurs. Précipiter les choses est souvent néfaste pour un joueur. Comme l'a dit Dame récemment, actuellement, SGA est dans une situation où on lui fait confiance et où on le laisse se développer à son rythme, qui est plutôt élevé d'ailleurs. Autour de lui, il a un groupe de coéquipiers qui a compris qui était le leader et qui donnera tout pour lui. L'équipe est juste en train de grandir ensemble, et l'âge moyen du roster laisse entrevoir de belles choses pour la suite. Perso, je ne pense pas que Shai puisse si facilement retrouver une situation si confortable en changeant de team. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et justement, ce qui est rassurant, c'est que même si les médias ou les tweetos adorent l'envoyer ailleurs en s'amusant avec la trade machine, Shai, au moins dans son discours, semble voir son avenir du côté d'OKC. Patience est mère de vertu, comme on dit, et même si ça fait beaucoup de discours aujourd'hui, l'arrière d'OKC paraît en être conscient. Alors si l'on fait le bilan et qu'on veut répondre à la question du jour, Shai Gilgeous-Alexander peut-il être le patron d'une équipe qui gagne? Eh bien je ne vais pas bégayer car je suis persuadé que oui. Ok, faire des stats dans une équipe qui perd par essence c'est critiquable, mais tenir ce discours concernant Shai Gilgeous-Alexander, pour moi ce n'est pas assez approfondir les choses. En mettant le nez dans son jeu, ou celui du Thunder, on s'aperçoit vite que plus le temps avance et plus il joue de la bonne façon, que ce soit dans le scoring, le playmaking ou la défense. Il est également un clutch player par exemple, un super coéquipier, et possède une mentalité de gagnant. Vous voulez quoi de plus? Actuellement, il est en train de porter une équipe que tout le monde considérait comme éclatée, la plus jeune de la ligue, aux portes du play-in tournament. C'est déjà très bien, non? En tout cas, moi je trouve que c'est fort respectable. Donc pour conclure, vous l'avez compris, je dirais que oui, c'est un joueur qui d'ores et déjà mérite d'être All-Star, mais en plus qui pratique d'ores et déjà un basket de la gagne. Il est loin d'être un croqueur d'une équipe de fond de tableau comme on en a vu avant lui. Non, perso dans l'attitude chez Shai, je vois tout sauf du stat padding, c'est même tout l'inverse. Moi je vois plutôt un mec qui travaille sur ses faiblesses et s'arrache pour permettre à son équipe, même faible, de gagner un maximum de matchs, et ça pour moi ça a énormément de valeur. Alors oui, ma réponse est claire, Shai Gilgeous-Alexander a tout ce qu'il faut entre les mains pour à terme devenir le patron d'une équipe qui gagne. Soyons juste patients, et je suis sûr et certain que tôt ou tard il nous le prouvera. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Voilà pour ce qui est de Shai Gilgeous-Alexander, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous êtes d'accord avec mon analyse ou vous avez plus de doutes? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse toujours autant de connaître vos avis, vos arguments et vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement, la mise en avant et le watch time sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee tous les mois, vous êtes des monstres. Alors si vous aussi en cette période de fête vous voulez rejoindre cette Dream Team pour bien commencer l'année 2023, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. A très vite.